Ce soir, j'ai envie de vous parler de comment prendre en compte l'utilisateur. Je vais commencer par me présenter. Donc, comment prendre en compte l'utilisateur dans la conception et le développement de vos produits. Donc, je m'appelle Charlotte, je suis designer au Startup Palace, diplômée de l'école de design et de Polytech. Donc, en gros, je suis User Experience et User Interface Designer. Et l'année dernière, j'ai fait mon stage de fin d'études à San Francisco, dans une cool entreprise qui s'appelle Eventbrite. Donc, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de billetterie en ligne, libre service, qui sont vraiment basés sur l'utilisateur. Ils mettent énormément de moyens là-dedans. Et du coup, comme ils en ont plusieurs millions, j'ai pu apprendre pas mal de choses sur les différentes manières d'écouter un utilisateur. Et comme je travaillais en relation assez forte avec un UX researcher, donc une personne qui va s'occuper uniquement de la recherche au niveau de l'utilisateur et pas du design, j'ai pu apprendre pas mal de petits trucs pour concrètement être plus à l'écoute de vos utilisateurs, que j'aimerais vous partager ce soir. Donc pourquoi c'est bien d'écouter ses utilisateurs? Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est des choses qu'on ne voit pas forcément partout. Donc, si vous faites un produit numérique, vous développez un service, vous le faites pour un but, vous le faites pour des gens, pour que des gens puissent accomplir des tâches. Et ces gens sont des humains, sont des gens qui ont besoin d'être écoutés. Quand on crée un produit, on va faire les choses étape par étape, petit à petit. On ajoute des features, on ne fait pas tout d'un coup, il faut hiérarchiser sa production. Et écouter l'utilisateur va vraiment permettre de pouvoir prendre des décisions, de savoir par où aller, qu'est-ce qui est prioritaire ou non. Si vous êtes passionné, et je l'espère, votre produit c'est votre bébé, donc vous êtes hyper subjectif, vous avez un espèce de quotient émotionnel hyper fort avec ce produit et ce que vous êtes en train de faire. Et c'est dur de s'en détacher. Être à l'écoute de l'utilisateur, ça va vraiment vous permettre de gagner en objectivité et de prendre des décisions un peu plus rationnelles et pas juste penser avec vos guts et votre instinct. Et tout ça pour améliorer la qualité du produit, parce que finalement, quand on développe quelque chose, on ne le fait pas pour nous, mais on le fait pour d'autres gens. Et c'est un truc qu'on peut oublier assez facilement quand on est à fond dans un tunnel de conception et de développement. Donc on va rentrer directement dans le sujet, comment être à l'écoute, que mettre en place pour vraiment être à l'écoute de vos utilisateurs. Donc vous soyez une petite structure de 4 personnes dans un garage ou une grosse entreprise comme Eventbrite avec plusieurs équipes partout dans le monde. Je pense que c'est des choses qui sont facilement faisables pour chaque type d'équipe et chaque type de poste. Qu'on soit designer comme moi c'est mon métier de me concentrer sur l'utilisateur, mais je pense qu'un développeur, quelqu'un qui est commercial, qui travaille dans le marketing, quelqu'un qui, travaille dans les finances, a vraiment à gagner sur son métier et sur l'approche du produit, d'écouter vraiment les utilisateurs. Donc premier conseil, faites des tests utilisateurs. Donc c'est hyper bateau, je pense qu'on a tous déjà fait des tests, mais ce qui est intéressant, c'est de faire des tests utilisateurs qu'on peut utiliser pour améliorer son produit, donc faire des tests et les faire bien. C'est facile d'amener 4 personnes dans une salle et de dire est-ce que vous aimez bien mon produit, mais c'est super dur d'arriver à avoir des vraies données derrière et de concrètement faire quelque chose derrière et d'implémenter de nouvelles fonctionnalités, d'en améliorer d'autres, d'avoir des données précises. Donc ce que je vous conseille, c'est de voir vos tests utilisateurs comme des expériences scientifiques. Donc si vous avez fait de la SVT ou de la physique au collège, au lycée, on va essayer de se rappeler de ça. Et donc de penser vraiment un test utilisateur, que ce soit le test d'une fonctionnalité ou d'une application complète, comme une expérience. Donc en commençant avec une problématique, pourquoi je fais ce test, qu'est-ce que je veux apprendre, qu'est-ce que je veux savoir avec ce test, et émettre des hypothèses. Donc voilà, je pense que telle personne va préférer telle interface ou préférer telle fonction parce que voilà. Ce qui va déboucher sur un plan de recherche détaillé, ce qui pourrait être un peu le protocole expérimental du test. On va donc détailler totalement toutes les questions, tous les scénarios possibles qui pourraient se passer pendant le test, les réactions des utilisateurs ou pas. Il faut vraiment planifier ça en avance et penser à toutes les possibilités pour rester dans le scope du test. Encore une fois,
fois, il faut penser aux expériences scientifiques où on ne teste pas 75 trucs en même temps avec un bécher et un microscope. On teste des choses précises et en gros, on a des hypothèses, c'est oui ou c'est non, l'hypothèse est validée ou pas. Il n'y a que comme ça qu'on peut avoir des vraies solutions en fait, pour notre produit. Le troisième point, c'est avoir un environnement propice. Donc les tests utilisateurs, c'est pas forcément face à face dans la même salle, ça peut être à distance. Il y a plein de... Enfin, moi, je suis assez friande des tests à distance, parce qu'il y a plein d'avantages qui soient financiers, gain de temps, ou même le fait de devoir extrêmement bien préparer le test en amont pour que le test à distance se fasse bien. Il y a plein d'outils cool. Chez Eventbrite, on utilisait User Testing, c'est un logiciel qui est assez sympa pour faire des tests à distance avec des utilisateurs un peu sur tout le pays, parce que c'est un peu le problème de San Francisco, c'est que tout le monde à San Francisco est dans la tech. Les gens ils viennent en Uber au test utilisateur, ils sont complètement à fond dedans, donc si votre site n'est pas quelqu'un qui est dans la tech, c'est super dur de trouver quelqu'un en face à face. Donc si vous faites un test à distance, il y a des avantages, mais si vous faites en face à face, il faut vraiment faire attention à avoir un bon environnement. Donc, je reviens encore à l'expérience scientifique, essayer d'avoir quelque chose, il y a moins de friction, le moins de gens qui vont parler à l'utilisateur. Nous, chez Eventbrite, on était juste l'UX researcher qui parlait à l'utilisateur et moi qui prenais des notes dans le fond de la salle et qui fixait le prototype en live si besoin. Et tout le reste de l'équipe était dans une autre salle et en fait on filmait la session. On essayait de penser les choses en amont, c'est-à-dire on filmait la session, on filmait jamais le visage de l'utilisateur, comme ça on était sûr de pouvoir réutiliser ces vidéos de tests après coup si on en avait besoin sans problème de procès, si on aurait été filiale. Donc penser à un environnement propice qui va essayer d'enlever toutes les frictions au niveau du test. Donc la quatrième partie, annoter et archiver, donc j'en ai un peu parlé, nous on filmait en fait toutes nos sessions de test, on les archivait pour pouvoir réutiliser après sur d'autres projets, ces sessions, et prendre de beaux stories. Et puis seulement après que tout le test soit passé, que vous avez fait toute votre discussion, tout ce soit fait, c'est après qu'il faut commencer à faire des conclusions. Donc quand on voit dans certaines prises de notes de tests utilisateurs où les gens commencent déjà à faire des spéculations, je pense que machin, il préfère à ça, je vais faire telle implémentation sur mon interface ou sur mon produit. Je pense encore à mon expérience scientifique où voilà, c'est parce qu'on voit un précipité rouge qu'on commence à dire oh, il se passe ça, j'ai découvert le vaccin contre le cancer. Il faut vraiment observer et conclure après et revenir sur l'hypothèse pour avoir un truc un peu solide. Et donc ça c'est un process que j'ai pu expérimenter et un peu rechallenger pas mal à Eventbrite et c'est bien de se mettre des vraies structures et de ne pas partir trop loin. Le deuxième conseil, c'est participer au support client. Donc chez Eventbrite, c'est une grosse équipe, donc on avait une équipe complète qui était le support, qui était dans une autre ville, à Nashville, aux États-Unis. Donc une équipe de gens totalement dédiés à répondre au téléphone et à envoyer des mails. Dans d'autres plus petites structures, le support est parfois géré, c'est un peu chaque personne de l'équipe qui va répondre aux clients par tour, il va y avoir une seule personne, juste le pôle technique qui va répondre aux clients. Faire du support client, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut faire dans une entreprise. Il faut connaître le produit vraiment de A à Z. Il faut avoir les capacités aussi orales de s'exprimer aux écoles, de pouvoir répondre à des situations conflictuelles. Mais donc je suis totalement d'accord avec le fait que tout le monde ne peut pas participer au support client. Mais ce qui peut être bien, c'est d'être témoin et d'essayer d'apprendre de ce support. Donc c'est ce qu'on avait mis en place chez Eventbrite. Chez Eventbrite, les gens se sont rendus compte que tous les exécutifs, les product managers, le CEO même, n'avaient plus du tout les mains dans le cambouis et étaient complètement un peu en dehors et n'avaient plus de contact avec l'utilisateur. Ils n'avaient pas de contact non plus avec les nouvelles features du produit parce que c'est des gens qui ont une vision assez high level sur le truc. Et du coup, ils ont mis en place ce que j'appelais des Customer Support Shadowing. Donc une fois par semaine pendant 1 heure, on avait le support client de Nashville qui partageait en fait son écran, toutes ses conversations téléphoniques avec les clients.
Et nous, donc tous les employés d'Eventbrite, même la femme de ménage, si vous voulez écouter, pouvaient écouter les clients se plaindre et faire des requêtes. Ça m'a permis d'en apprendre énormément sur les utilisateurs, parce qu'on les a direct au téléphone, mais sans forcément avoir à leur parler, si on n'a pas les capacités de gérer le support, mais au moins on entend leur requête. Donc ça permet de développer une empathie assez forte. On en apprend énormément sur le produit, parce que les gens du support, c'est en fait des vidéos arrière qui permettent de désamorcer toutes les situations, qui connaissent tous les petits hacks des produits. Donc moi, quand je suis arrivée pour travailler sur le produit Eventbrite, j'en connaissais déjà pas mal, j'ai eu pas mal d'entraînement, mais de petites formations sur le produit. Mais c'est vraiment en écoutant le support client, en participant à ça, que j'en ai appris plus. Et puis, le meilleur point de ça, c'est vraiment de pouvoir détecter les leviers d'amélioration. Donc moi, en tant que designer, quand j'écoutais certaines requêtes des gens par téléphone, je me disais, je vais pouvoir améliorer ça en faisant ça, mais un développeur qui écoutait les mêmes requêtes pouvait se dire, je sais comment facilement changer ça. Pareil pour un commercial, ça je le vendais mal, j'aurais plutôt fait comme ça. Et il y a vraiment un bénéfice à avoir chaque personne différente de l'équipe qui peut être témoin de ce support. Et pour finir, le troisième point, c'est de faire de l'observation terrain. Donc ça, c'est un peu le grand kiff des UX designers de venir observer les gens sur le terrain, mais je pense que ça a vraiment un intérêt assez énorme. Quand vous faites des sondages, quand vous faites des tests utilisateurs, où vous allez demander aux gens de tester ce que vous avez fait, votre produit, vos fonctionnalités, les gens, même avec la plus grande bonne volonté du monde, ils vont vous répondre sincèrement, mais il y a plein de choses dont ils ne seront pas forcément conscients, des comportements. C'est un peu comme quand on me demande, je sais pas, j'ai eu un sondage récemment, on m'a demandé combien de temps passez-vous sur votre téléphone par jour. Je me suis dit, je vais répondre sincèrement, j'essaie de calculer 4-5 heures, mais en fait, la vérité, c'est que j'en sais rien du tout. Et donc, pour avoir ce genre de réponse, je pense que le genre de questions qu'on se pose peut être intéressant, mais il ne faut pas le demander par un sondage, il faut observer les gens et faire des vrais calculs. Pouvoir observer vos utilisateurs qui utilisent votre produit dans leur vie, dans leur quotidien, avec leurs contraintes extérieures, c'est un truc qui est vraiment qui va permettre des améliorations tellement rapides et efficaces. Chez Eventbrite, j'ai pu aller un on-site dans un festival autour de l'ail, le Garlic Festival, très très classe, beaucoup d'ail. Et en fait, les gens, c'est un gros client d'Eventbrite qui utilise l'appli Eventbrite pour vendre leurs tickets pour l'événement, ils gèrent leur file d'attente, ils gèrent les entrées et les sorties, ils vendent aussi leurs produits, donc leur glace à l'ail, soda à l'ail, via l'appli. Et j'avais déjà, sur la feature sur laquelle je travaillais, j'avais déjà fait quelques tests dans les bureaux, donc j'avais déjà quelques données. Et j'ai vu vraiment une différence énorme étrangement, entre quelqu'un qui est dans des bureaux climatisés, avec moi, tranquillement, et quelqu'un qui est sur son champ de bataille, 40 degrés dehors, une odeur d'ail partout, des gens qui sont stressés. Mon client avait ses propres clients à gérer, il y avait des pannes d'internet, et du coup là j'ai vraiment vu ce qui n'allait pas dans le produit, comment le gars utilisait l'appli sous le coup du stress. Voilà. Donc ça permet de détecter vraiment des problèmes, des améliorations facilement modifiables. Et puis le fait d'étudier des comportements plutôt que des mots, donc d'étudier ce que les gens font plutôt que ce qu'ils vont vous dire quand vous allez leur demander, même s'ils sont trop honnêtes, c'est aussi quelque chose d'assez fort. Par exemple, je développais une appli à la fois mobile et desktop. Et en test utilisateur, j'avais demandé la question un peu bateau aux gens, quand est-ce que vous utilisez votre téléphone, quand est-ce que vous utilisez votre ordinateur. Et les gens m'ont tous dit, moi, mon ordinateur, je l'utilise à mon bureau, et mon téléphone, je l'utilise que quand je suis en dehors de chez moi, dans le métro, quand j'ai oublié de faire quelque chose. Voilà. Donc j'avais noté ça, c'était un peu la réponse que j'attendais, la réponse bateau. Et quand je suis allée observer ces gens-là à leur bureau, effectivement sur leur lieu de travail, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein qui sortaient leur téléphone et qui qui utilisaient mon appli sur leur téléphone alors qu'ils avaient un immense écran à côté. Et donc c'était un peu la douche pour moi, je me suis dit mais pourquoi
comment expliquer ça? Pourquoi les gens m'ont menti ou m'ont pas dit ça? Et en fait, ils s'étaient juste pas rendu compte ils s'étaient pas rendu compte de leur propre comportement. Et l'explication c'était ouais, je préfère cette interface sur mon mobile parce que c'est plus clair, j'ai accès à tout en un clic, j'ai pas toutes les infos sur mon écran, donc je préfère le téléphone. Et cette info, j'ai pu l'avoir qui était cruciale, une info cruciale pour mon design, j'ai pu l'avoir qu'en observant les gens sur le terrain. Je vais conclure sur des petits trucs un peu en vrac à penser. Donc l'utilisateur n'a pas toujours raison. Donc je viens de vous dire que c'était super d'écouter l'utilisateur. Mais parfois l'utilisateur a l'impression de savoir ce qui est bon pour lui. Il va dire moi je voulais ça et en fait c'est pas bon pour lui. Donc c'est bien de l'écouter, de garder une distance quand même avec ce que l'utilisateur dit. Et surtout d'être précis dans les questions qu'on pose, dans les sondages que l'on voit. Je vais donner un exemple, j'avais mis en place un système de tags. Donc je voulais que les gens puissent ajouter des tags à des événements. Et la question que je me posais, c'était combien je mets de limites de tags. Est-ce que je mets 5, 10, 20 Et du coup, j'ai demandé aux gens pendant mon test, j'ai dit, vous voulez, dans un monde idéal, vous voudriez combien de tags pour votre événement? Et les gens m'ont dit, 1 milliard, le plus que je peux possible. Et en fait, ma question était, visait cette réponse-là, parce qu'évidemment, si vous demandez à quelqu'un dans un monde idéal ce qu'il veut, il veut tout. Si vous demandez combien vous voulez payer ce produit, les gens ils disent 0 €, je veux que ce soit gratuit, je veux qu'on me donne de l'argent. Donc la question n'est pas précise, ça ne sert pas le propos, mais l'utilisateur a pourtant l'impression d'avoir raison. Et si on prend ces données un peu brutes quand on réfléchit, on se retrouve à faire des trucs qui n'ont pas de sens. Chercher l'objectivité, c'est le but complet d'être à l'écoute de l'utilisateur. C'est de se sortir un peu de notre subjectivité de créateur pour aller vers quelque chose de plus objectif. Et donc de garder en tête d'évidemment croiser les témoignages. On peut avoir un utilisateur qui est encore plus à fond dans un délire que nous on l'est sur notre produit et du coup qui va être, si on reprend l'expérience scientifique, qui va être dans les extrêmes dans les résultats. Donc il faut enlever ces gens-là, il faut essayer de garder une moyenne. Et puis voilà, ne pas laisser trop place aux sentiments, aux choses trop subjectives. Et pour finir, être régulier dans l'écoute de l'utilisateur, c'est-à-dire ne pas se dire bonne résolution, je vais